Ne te donne pas la peine de venir pour Pâques cette année, Adam. Nous avons décidé qu'il serait préférable que tu passes les fêtes ailleurs. Le message est arrivé alors que je rangeais mon sac à dos militaire pour la dernière fois. 5 années de service touchaient à leur fin, 3 missions de combat derrière moi, et voilà comment ma propre famille me réservait l'accueil. Pas même un « comment vas-tu » ou « tu nous manques ». Juste un rejet froid et calculé, comme si j'étais un invité indésirable plutôt que le fils qui avait envoyé de l'argent à la maison pendant des années. Je m'appelle Adam Mitchell et à 28 ans, je viens de découvrir que ma famille me considère comme un objet jetable. Je me suis assis sur le bord du lit de ma chambre, les yeux fixés sur l'écran de mon téléphone. Le message venait de ma mère, mais je pouvais sentir l'influence de mon père derrière chaque mot. Il a toujours été le maestro des humiliations subtiles, et ma mère, son orchestre obéissant. Pendant 5 ans, j'ai maintenu un contact régulier. Des appels hebdomadaires, des cartes pour toutes les occasions spéciales, des virements bancaires chaque fois qu'ils en avaient besoin. Lorsque le toit a fui l'hiver dernier, j'ai envoyé 3 000 $. Lorsque mon petit frère, Jake, a eu un accident de voiture, j'ai payé l'assurance sans hésiter. Je n'ai jamais rien demandé en retour. Je voulais juste avoir un endroit où revenir. J'ai tapé une réponse simple, « D'accord ». Mais au moment d'envoyer le message, un souvenir m'a frappé comme un coup de poing. Il y a 5 ans, quand j'avais 23 ans et que j'étais sur le point d'être déployé pour la première fois, mon père m'avait demandé de signer des papiers. « C'est juste une formalité », m'avait-il dit. « J'ai besoin d'un co-signataire pour refinancer la maison. » J'étais jeune, impatient de prouver ma valeur à ma famille, alors j'ai signé sans vraiment lire. Je me souviens vaguement avoir vu des pourcentages et des termes juridiques, mais je lui faisais entièrement confiance. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, avec ce rejet qui me brûle la poitrine, je me suis demandé ce que j'avais exactement signé ce jour-là. J'ai ouvert mon ordinateur portable et accédé aux fichiers militaires où je conservais mes documents importants. Il m'a fallu 40 minutes pour fouiller dans d'anciens emails avant de trouver « Contrat de refinancement, propriété résidentielle Mitchell ». Mon souffle s'est arrêté lorsque j'ai lu la clause que j'avais ignorée des années auparavant. En cas de défaut de paiement du débiteur principal ou de transfert volontaire, le co-signataire assume une participation majoritaire de 51% de la propriété. 51%. La majorité absolue. Mon père, qui venait de me bannir de la maison familiale, ne savait pas que j'en étais légalement le propriétaire. L'ironie était si parfaite que cela en était presque douloureux. Il me rejetait de ma propre propriété. J'ai fermé lentement mon ordinateur portable, sentant quelque chose de froid et de calculé envahir ma poitrine. Ce n'était pas de la colère. La colère est chaude et impulsive. C'était quelque chose de bien plus dangereux, la lucidité. Pendant des années, j'avais accepté les miettes d'affection de cette famille. Toujours le fils qui essayait de prouver sa valeur, toujours à la recherche d'un amour qui ne viendrait jamais. Mais maintenant, pour la première fois de ma vie, j'avais quelque chose dont ils avaient plus besoin que moi. J'ai repris mon téléphone et j'ai tapé un nouveau message. Joyeuse Pâques à vous aussi. Si vous aimez cette histoire de revirement familial, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car la suite va vous montrer comment un vétéran rejeté a transformé sa douleur en puissance. Mais avant de mettre mon plan à exécution, je devais comprendre exactement à qui j'avais affaire. Et découvrir jusqu'où ma propre famille était prête à aller pour me tenir éloigné de chez moi. Mon père, Robert Mitchell, a toujours été un homme qui mesurait l'amour à l'aune des résultats financiers. Tout au long de mon enfance, j'ai entendu la même phrase. « Prouve d'abord que tu vaux quelque chose, ensuite on verra ». Quand j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires avec les meilleures notes de ma classe, il m'a dit « Maintenant, voyons si tu peux faire quelque chose d'utile dans la vie réelle ». Quand je me suis engagé dans l'armée, il a murmuré « Au moins, ils t'apprendront la discipline ». 5 ans plus tard, de retour en tant que sergent décoré, je pensais enfin avoir son approbation. Au lieu de cela, j'ai reçu un SMS m'excluant de la fête de Pâques. Mais le rejet n'était pas une nouveauté. C'était un schéma que j'avais normalisé pendant des décennies. Ma mère, Linda, a toujours été la meneuse silencieuse de ces humiliations. Elle envoyait les messages, mais les mots venaient de lui. Pendant des années, j'ai observé comment elle devenait le prolongement de sa cruauté, transmettant chaque critique avec la précision d'une secrétaire bien entraînée. « Ton père pense que tu devrais ». C'est ainsi que commençaient la plupart de nos conversations. Mon frère Jake, de 5 ans mon cadet, a vite compris que pour survivre, il fallait se conformer. Quand je téléphonais à la maison, il m'adressait à peine la parole. Quand je lui envoyais des cadeaux d'anniversaire, je recevais un « merci » monosyllabique. Il avait choisi le camp sûr de la famille. Le schéma était toujours le même. Je donnais, il recevait, personne ne reconnaissait. 3 000 $ pour le toit l'hiver dernier, c'était le moins que tu pouvais faire après avoir été absent si longtemps. 2 500 pour la voiture de Jake,
Enfin une contribution utile à la famille. Des appels hebdomadaires pendant 5 ans de service, tu appelles toujours au mauvais moment. Mais ce message de Pâques avait franchi une ligne dont j'ignorais l'existence. Assis là, mon ordinateur portable ouvert, les yeux fixés sur le contrat de refinancement, j'ai commencé à comprendre quelque chose de fondamental. Il ne me rejetait pas seulement. Il me sous-estimait. Pendant des années, j'avais accepté le rôle du fils jetable parce que je croyais que c'était temporaire. Qu'un jour, lorsque j'aurais suffisamment prouvé ma valeur, je serais réintégré. Mais je réalisais maintenant que pour eux, je ne serais jamais plus qu'une source de financement gênante. Le message de Pâques ne concernait pas les festivités. Il concernait le pouvoir. Il s'agissait de me remettre à ma place une fois de plus. Mais cette fois, ils avaient commis une erreur stratégique fatale. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé un avocat spécialisé en droit immobilier que j'avais rencontré lors d'un séminaire à la base militaire de San Antonio. Un type appelé Marcus Rodriguez qui s'occupait des anciens combattants. Hypothétiquement, ai-je dit lorsqu'il a répondu, si quelqu'un possède 51% d'une propriété et que les autres propriétaires décident que cette personne n'est pas la bienvenue dans la maison, quelles sont les options légales? Il y a eu un silence, puis un petit rire. Eh bien, hypothétiquement, cette personne pourrait exercer ses droits de propriétaire majoritaire et prendre le contrôle total de la propriété. Surtout si les autres propriétaires enfreignent une clause de l'accord initial. Et s'ils louaient, par exemple, des chambres sans le consentement du propriétaire majoritaire. Ce serait une violation grave. Cela pourrait entraîner la résiliation immédiate des droits de résidence. J'ai raccroché le téléphone avec une sensation étrange dans la poitrine. Ce n'était pas de la joie, pas encore. C'était quelque chose de plus froid et calculé. De la clarté. J'ai rouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches. Registre public, historique des paiements hypothécaires, réglementation locale en matière de sous-location. Ce que j'ai découvert m'a laissé stupéfait. Non seulement ils avaient 3 mois de retard sur leur hypothèque, mais ils avaient également transformé 2 chambres en chambres à louer pour des étudiants universitaires. Sans autorisation, sans documents officiels, sans déclarer les revenus supplémentaires. Mon père, qui avait toujours prôné la responsabilité et le « faire les choses correctement », exploitait une pension illégale dans ma propriété. L'ironie était délicieuse. Ils enfreignaient la loi dans la maison qui m'appartenait légalement, tout en me disant que je n'étais pas le bienvenu chez moi. J'ai fermé mon ordinateur portable et me suis adossé à ma chaise. Pendant des années, il m'avait fait sentir comme un fardeau pour la famille. Je découvrais maintenant qu'ils dépendaient tellement de moi qu'ils avaient tout risqué. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas cette découverte juridique. C'était de réaliser que j'avais enfin cessé d'essayer de gagner leur amour. Pour la première fois de ma vie, je ne voulais plus leur approbation. Je voulais la justice. Et tandis qu'ils étaient probablement en train de planifier une paix tranquille pour Pâques sans leur fils à problème, je découvrais exactement le pouvoir que j'avais entre les mains. Mais avant de faire quoi que ce soit, je devais comprendre pleinement l'étendue de la situation. Et découvrir s'ils croyaient vraiment pouvoir se débarrasser de moi aussi facilement. Car s'ils pensaient que 5 ans dans l'armée m'avaient seulement appris à suivre les ordres, ils allaient découvrir qu'ils m'avaient aussi appris à diriger. Et diriger, parfois, signifie prendre des décisions auxquelles personne ne s'attend. Le lendemain matin, j'ai appelé chez moi pour la première fois depuis 2 semaines. Ma mère a répondu à la 3e sonnerie, sa voix trahissant cette prudence feinte que je connaissais si bien. « Adam, mon chéri, quelle surprise! Comment vas-tu » ? « Je vais bien, maman. Je voulais juste confirmer nos projets pour Pâques. » Il y eut un silence trop long. « Eh bien, comme je te l'ai dit dans mon message, nous pensons qu'il vaut mieux que tu te reposes cette année. Tu dois être épuisé après tout ce temps passé à servir. » « Je comprends. » Je gardai une voix neutre. « Et Jake, il pense aussi que je ferais mieux de ne pas venir ? Ton frère est très occupé avec ses études. Tu sais comment c'est, la fin du semestre. » C'était un mensonge. Jake était en 2e année de gestion dans une université locale. On était en mars. Il n'y avait pas d'examen de fin de semestre en mars. Bien sûr. Et les locataires ? Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Quel locataire, mon chéri ? Les étudiants qui louent des chambres dans la maison, maman. J'ai pensé qu'ils voudraient peut-être avoir un peu d'intimité pour les fêtes. J'entendis le bruit étouffé de sa main couvrant le téléphone, des murmures urgents en arrière-plan. Probablement mon père à côté, essayant de comprendre ce que je savais. « Je ne sais pas de quoi tu parles, Adam. Nous n'avons pas de locataire. » Ah. Je laissai le mot flotter dans l'air. J'ai dû me tromper alors. Après avoir raccroché, je suis resté assis en silence pendant 5 minutes. Non seulement je mentais, mais je mentais mal.
Ils pensaient vraiment que j'étais assez stupide pour ne pas enquêter sur ma propre propriété. Cet après-midi-là, j'ai pris ma voiture et je me suis rendu dans le quartier où j'avais grandi. La maison de Maple Street semblait plus petite que dans mes souvenirs, mais elle était bien entretenue. Le jardin était tondu, la peinture fraîche. Financée avec mon argent. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai observé. À 17h15, une Civic bleue s'est garée dans l'allée. Une étudiante est sortie, portant des livres et un sac à dos avec le logo de l'Université d'État. Elle a utilisé une clé pour entrer par la porte latérale, celle qui menait directement au sous-sol aménagé. À 5h40, un jeune homme blond est arrivé à vélo. Même routine, même clé, mais il est entré par la porte arrière. 2 locataires. Des accès séparés. Une opération professionnelle. J'ai rappelé Marcus Rodriguez. J'ai besoin d'une enquête officielle sur cette propriété. Je soupçonne de multiples violations du code du logement. Vous pouvez demander une inspection municipale directement. Mais si vous voulez quelque chose de plus discret dans un premier temps, je peux envoyer un détective privé. Un ancien policier qui travaille sur des affaires immobilières. Faites-le. 2 jours plus tard, j'ai reçu un rapport de 15 pages. Ce qu'ils avaient découvert m'a laissé sans voix. Il n'y avait pas seulement 2 locataires. Il y en avait 4. Le sous-sol avait été divisé illégalement en 2 appartements séparés. Le grenier, dont je me souvenais comme un débarras, était désormais un loft avec une kitchenette improvisée. Aucune de ces modifications n'avait été autorisée par la municipalité. Aucune inspection de sécurité n'avait été effectuée. Les câbles électriques étaient apparents, le système de ventilation était inadéquat et la seule issue de secours était bloquée par des meubles. La propriété enfreignait 17 codes municipaux différents. Et pire encore, ils demandaient $1 200 pour chaque logement. $4 800 par mois de revenus non déclarés, générés dans une propriété dont j'étais légalement propriétaire. Ma famille avait transformé la maison de mon enfance en un bidonville universitaire lucratif, tout en me disant que je n'étais pas le bienvenu chez moi. Ce soir-là, Jake m'a appelé. « Mec, maman m'a dit que tu avais posé des questions bizarres sur les locataires. Qu'est-ce qui se passe ?» C'est juste par curiosité, Jake. Comment ça va? Comme d'habitude. Tu sais, papa travaille, maman s'occupe de la maison. Et toi? Tu vis toujours à la maison pendant tes études? En fait, a-t-il hésité? Je vis en quelque sorte sur le campus en ce moment. C'est plus pratique. Encore un mensonge. Selon l'enquêteur, Jake avait sa propre chambre dans la maison, une chambre qui aurait dû être louée s'ils avaient vraiment besoin d'un revenu supplémentaire. Jake, je peux te poser une question directe. Bien sûr. Pourquoi vous ne voulez pas que je rentre à la maison pour Pâques? Une autre longue pause. Ce n'est pas que nous ne voulons pas, c'est juste que… Eh bien, tu sais comment papa est quand il y a beaucoup de monde à la maison. Et avec les… Je veux dire, c'est compliqué. Il a failli dire « locataire ». Je comprends parfaitement. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable et créé un nouveau dossier, propriété Maple Street. À l'intérieur, j'ai tout classé méticuleusement. Contrat de cosignature, rapport d'enquête, photos des violations du code municipal, relevé de paiement de l'hypothèque, historique des virements bancaires que je leur avais envoyés au fil des ans. $23 000. C'était la somme totale que j'avais envoyée au cours des 5 dernières années. Pour les urgences familiales. Des urgences comme rénover illégalement ma propre maison pour la transformer en source de revenus. C'est à ce moment-là, en regardant les chiffres sur l'écran, que quelque chose de fondamental a changé en moi. Pendant des années, j'avais accepté mon rôle de fils jetable parce que je croyais que c'était temporaire. Qu'il finirait par me reprendre. Mais maintenant, je voyais la vérité. Il n'avait jamais eu l'intention de m'accepter. Il me voyait comme une banque ambulante, utile à distance, gênante de près. Le message de Pâques ne portait pas sur les festivités. Il s'agissait de tenir leur fils indésirable à l'écart pendant qu'ils menaient leurs activités illégales sur sa propriété. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé un message à Marcus Rodriguez. Je dois connaître exactement mes droits en tant que propriétaire majoritaire. Et je veux les exercer pleinement. La réponse est arrivée en 5 minutes, nous pouvons nous rencontrer demain. Apportez tous les documents. Tout en rangeant les papiers, j'ai souri pour la première fois depuis que j'avais reçu le message de refus. Pendant 5 ans, ils avaient parié que je serais trop passif pour remettre en question leur décision, trop dépendant de leur amour pour résister. Ils avaient misé faux. Et maintenant, ils allaient découvrir que le fils qu'ils avaient élevé pour être invisible avait appris des choses très utiles sur la stratégie, la patience et l'exécution pendant son service militaire. Des compétences qui allaient leur compliquer la vie, et pas qu'un peu. Mais d'abord,
je devais élaborer mon plan avec la même précision militaire que celle dont je faisais preuve lors de missions de combat. Parce que cette fois, il n'y aurait pas de deuxième chance. Le lendemain matin, après ma rencontre avec Marcus Rodriguez, je me suis réveillé avec la même discipline militaire qui m'avait accompagné pendant 5 ans. 6 heures du matin, café noir, liste des objectifs de la journée. Mais cette fois, la mission était personnelle. Marcus avait confirmé mes droits en tant que propriétaire majoritaire et m'avait donné quelque chose d'encore plus précieux, un calendrier d'action. Vous avez 60 jours pour signaler les violations du code municipal avant qu'il puisse prétendre ne pas être au courant, m'a-t-il expliqué. Après cela, vous pouvez exercer vos droits de propriétaire pour obtenir une correction immédiate. 60 jours. Assez de temps pour monter un dossier irréfutable. Mais d'abord, je devais comprendre parfaitement l'ampleur de l'opération illégale que ma famille menait sur ma propriété. J'ai passé la semaine suivante comme un fantôme dans mon propre quartier. Je me garais à des heures différentes, observant les habitudes. Je documentais chaque violation du code avec une précision photographique. Je comptais les voitures, chronométrais les arrivées et les départs, cartographiais les voies d'évacuation bloquées. Ce que j'ai découvert était pire que ce que j'avais imaginé. Il n'y avait pas 4 locataires, mais 6. 2 couples qui rendaient visite, mais ne partaient jamais. Une densité de population qui enfreignait 3 règlements municipaux différents. L'opération était sophistiquée. Mon père avait installé des compteurs électriques séparés pour chaque unité improvisée, sans permis ni inspection. Il avait mis en place un système de paiement où chaque locataire payait directement en espèces, évitant ainsi toute trace bancaire. Plus troublant encore, il avait installé des caméras de sécurité à l'intérieur sans l'autorisation des locataires. Filmer des personnes dans des espaces privés sans leur consentement était un crime fédéral. Il ne violait pas seulement les codes du logement. Il commettait des infractions pénales à l'échelle commerciale. Pendant 3 nuits consécutives, je me suis assis dans ma voiture pour observer la routine nocturne. À 21h, le dernier locataire rentrait du travail. À 22h30, toutes les lumières des chambres improvisées étaient allumées. À minuit, la plupart s'éteignaient. Le 5e soir, j'ai vu quelque chose qui a complètement changé ma stratégie. Mon père est sorti de la maison à 21h15, un porte-documents en cuir à la main. Je l'ai suivi discrètement jusqu'à un café situé à 15 pâtés de maison, où il a rencontré un homme en costume que j'ai immédiatement reconnu. Jerry Patterson, un agent immobilier local qui apparaissait régulièrement dans les annonces du journal. Ils ont discuté pendant 45 minutes. Mon père a montré des papiers, Jerry a pris des notes, ils ont tous deux souri et se sont serrés la main. Mon père avait l'intention de vendre la maison. Cette révélation m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Non seulement il m'avait rejeté de sa famille et transformé ma propriété en une opération illégale, mais il avait maintenant l'intention de la vendre sans mon consentement. S'il parvenait à la vendre avant que je n'agisse, je perdrais tout avantage juridique. Un nouveau propriétaire compliquerait énormément mes droits de cosignataire. Ce soir-là, j'ai appelé ma mère avec une stratégie précise en tête. « Adam, quelle surprise! Comment vas-tu, mon chéri? »« Bien, merci. Je voulais juste savoir comment ça allait. »« Oh, tu sais, comme d'habitude. Ton père est toujours occupé avec des projets pour la maison. »« Des projets. » Eh bien, il fait quelques améliorations. Rien de grave. Des améliorations. Il se préparait à vendre ma propriété en supprimant toute trace des modifications illégales. Quel genre d'amélioration? Oh, juste un peu de rangement. Il nettoie le sous-sol, range le grenier. Ça a l'air super, maman. Vous méritez une belle maison. Ton père serait ravi de savoir que tu as appelé. Mensonge. S'il savait que j'étais en train d'enquêter, il accélérerait probablement son projet de vente. J'ai compilé tout cela dans un dossier de 42 pages. Des photos horodatées, une analyse juridique, des estimations des revenus non déclarés, l'historique de mes virements bancaires qui avaient financé les rénovations illégales. C'était un dossier en béton. Irréfutable. Mais ce n'était pas encore suffisant. Car je savais désormais que je n'avais pas 60 jours. Peut-être même pas 30. Il était temps d'accélérer l'opération et de mettre en œuvre les tactiques que j'avais apprises dans des situations de combat. Pression multiple, coordination des ressources, timing précis. Le vendredi, je me suis rendu à la mairie et j'ai déposé une plainte officielle pour violation du code du logement. Je n'ai pas mentionné ma propriété dans la maison, je me suis simplement présenté comme un citoyen inquiet signalant une activité commerciale suspecte non autorisée dans une zone résidentielle. Le lundi, un inspecteur municipal devait se présenter pour une évaluation surprise. Mais j'avais besoin de plus de pression, exercée simultanément de plusieurs côtés.
J'ai appelé le service des impôts municipaux et signalé une suspicion d'évasion fiscale liée à des revenus locatifs non déclarés. J'ai envoyé une plainte anonyme au service du logement concernant les conditions dangereuses pour les locataires. 3 services différents, 3 enquêtes simultanées, tous arrivant à la même propriété la même semaine. Pendant que vous regardez ce réseau d'enquêtes se former, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé pendant ces enquêtes coordonnées n'était que le début d'un revirement que personne, surtout ma famille, n'avait vu venir. Mais j'avais encore un atout dans ma manche. Car connaissant mon père, il allait essayer de dissimuler des preuves, de soudoyer des inspecteurs ou tout simplement de nier tout en bloc. Il a toujours été très manipulateur lorsqu'il était sous pression. C'est alors que je me suis souvenu d'un élément qui allait tout changer, Jake. Mon petit frère a toujours été le maillon faible de la famille. Pas par méchanceté, mais par naïveté. Si je parvenais à lui faire confirmer, accidentellement, des détails sur les locataires, j'aurais un témoin oculaire proche de moi. Plus important encore, Jake ne savait pas que j'étais copropriétaire de la maison. Pour lui, je n'étais que le frère militaire rejeté. Il parlerait ouvertement de l'opération de location, car il ne voyait aucune raison de la cacher. Je l'ai appelé dimanche soir, choisissant un moment où il serait détendu, probablement en train de jouer à des jeux vidéo dans sa chambre. « Salut, Jake. Comment ça va à la fac ? » « Ah, salut Adam. Ça va, mec. Un peu stressant, mais ça va. Tu vis toujours à la maison le week-end ? En fait, pas vraiment. La maison est un peu animée ces derniers temps. Parfait. Il avait mordu à l'hameçon sans résistance. Animé comment ? Oh, tu sais, papa a loué quelques chambres à des étudiants. C'est un peu bruyant parfois. Vraiment ? Combien d'étudiants ? 4 ou 5, je crois. 2 filles au sous-sol, 2 gars dans le grenier. Parfois, leurs copains restent aussi. 5 aveux criminels en une phrase. Surpeuplement illégal, modification non autorisée, sous-location non autorisée, violation du zonage résidentiel. Waouh, ça doit être une bonne période financièrement pour vous alors. Ah oui. Papa dit que ça va beaucoup aider pour payer la maison. Et il veut utiliser l'argent supplémentaire pour faire d'autres travaux. Plus de violations prévues grâce aux revenus d'activités illégales. Quel genre de travaux ? Il veut finir le grenier, peut-être ajouter une salle de bain là-haut. Faire plus de chambres. Expansion de l'opération illégale. Plus de violations du code. Plus de crimes liés au zonage. J'ai enregistré toute la conversation à l'aide d'une application que j'ai apprise à utiliser pendant les briefings militaires. Non pas parce que je voulais nuire à Jake. C'était juste un garçon naïf qui ne comprenait pas les implications juridiques de ce qu'il disait. Mais parce que j'avais besoin d'une preuve irréfutable d'un témoin sur la connaissance familiale des activités illégales. Après avoir raccroché, j'ai passé 1 heure à retranscrire chaque mot de la conversation, classant les déclarations par catégorie d'infraction légale. Jake avait confirmé les impayés, l'exploitation commerciale illégale, les modifications sans permis, les violations de la densité de population et les plans d'expansion criminelle. Suffisant pour justifier une intervention légale immédiate. J'ai raccroché et regardé l'heure. Il était 21h45 dimanche soir. Dans moins de 12 heures, un inspecteur municipal frapperait à la porte de la maison qui m'appartenait légalement, découvrirait suffisamment d'infractions pour justifier une intervention immédiate. Et ma famille comprendrait enfin que le fils qu'elle avait rejeté n'était plus le jeune soldat naïf qu'il était autrefois. Mais j'avais encore une dernière carte à jouer. Car pendant qu'il se préparait pour un lundi comme les autres, j'avais prévu quelque chose qui allait faire de cette journée la pire de leur vie. Sur mon bureau, à côté du dossier des infractions et de l'enregistrement de Jake, se trouvait un dossier que Marcus Rodriguez avait préparé. Notification légale d'exercice des droits du propriétaire majoritaire. 47 pages de documents juridiques qui, une fois remis, me donneraient le contrôle total et immédiat de la propriété. Et le meilleur dans tout ça, ils m'avaient eux-mêmes fourni tous les outils nécessaires pour détruire la supercherie qu'ils avaient construite sur ma propriété. Le document serait remis par un huissier de justice le mardi, exactement 24 heures après l'inspection municipale. Un timing parfait, une pression coordonnée, une exécution militaire. Ils avaient sous-estimé le fils qu'ils avaient élevé pour être invisible. Ils allaient maintenant découvrir que l'invisibilité est parfois le meilleur avantage tactique possible. Lundi, 7 heures du matin. Le téléphone a sonné pendant que je prenais mon café dans mon appartement temporaire. Adam. La voix de ma mère était tendue, presque chuchotante. Il y a un homme de la mairie ici. Il veut inspecter la maison. Vraiment ? C'est bizarre. J'ai gardé une voix neutre. Qu'est-ce qu'il a dit ? Quelque chose à propos d'une plainte anonyme pour violation du code municipal. Ton père essaie d'expliquer qu'il s'agit d'un malentendu,
Mais l'homme insiste pour voir le sous-sol et le grenier. Parfait. L'inspecteur Greg Morrison se montrait aussi professionnel que Marcus l'avait promis. Je suis sûr que tout ira bien, maman. Adam. Sa voix tremblait. Tu ne sais rien à ce sujet, n'est-ce pas? La question m'a frappé comme un coup de poing. Après 5 ans de service militaire, après m'avoir banni de Pâques, après avoir transformé ma propriété en une opération illégale, elle avait encore l'audace de m'accuser de sabotage. Pourquoi aurais-je connaissance de problèmes dans la maison, maman? Vous m'avez dit de ne pas y aller. Elle raccrocha sans répondre. 2 heures plus tard, mon téléphone explosait. 12 appels manqués de mon père, 8 de ma mère, 5 de Jake. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. À 11h15, Marcus m'a appelé. Adam, l'inspecteur a terminé. 17 infractions confirmées, dont 3 critiques pour la sécurité. La propriété a été classée comme habitable pour la densité de population actuelle. Quelle est la prochaine étape? Ils ont 72 heures pour réduire l'occupation à des niveaux légaux ou faire face à des amendes quotidiennes de 500 $. Mais voici la partie intéressante. Ils ont découvert que votre père avait menti sur la propriété lors de l'inspection. Mon estomac s'est noué. Comment ça? Il a prétendu être l'unique propriétaire et a présenté des documents falsifiés pour tenter de dissimuler sa cosignature. Cela a transformé la situation de violation civile en fraude documentaire potentielle. Un crime fédéral. Mon père avait fait basculer la situation dans le domaine criminel en essayant de me cacher de l'enquête. Qu'est-ce que cela signifie pour demain? Notre notification légale a désormais encore plus de poids. Il ne peut pas prétendre ignorer la copropriété après avoir tenté de falsifier des documents pour la nier. J'ai raccroché et je suis resté assis en silence pendant 10 minutes. Ce n'était pas de la satisfaction que je ressentais, mais quelque chose de plus froid. Une vision plus claire d'eux qui était vraiment ma famille. À 2 heures de l'après-midi, Jake est apparu à ma porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé mon petit frère, les yeux rougis, les vêtements froissés, l'air de 10 ans plus vieux. Adam, qu'est-ce qui se passe? Papa est en train de devenir fou, il dit que tu as monté un coup. Maman n'arrête pas de pleurer. Entre, Jake. Il est entré lentement, regardant autour de lui comme s'il cherchait des preuves d'un complot. Jake, réponds-moi. Pourquoi vous ne vouliez pas de moi pour Pâques? Mec, je te l'ai déjà dit. La maison est pleine de locataires. Combien de locataires, Jake? Environ 4. 6. Il y a 6 locataires dans une maison qui compte 3 chambres à l'origine. Tu sais que c'est illégal? Il cligna des yeux, perplexe. Illégal comment? Densité de population, modification sans permis, violation du code de sécurité. Ton père a transformé la maison de notre enfance en pension illégale. Notre maison. Jake fronça les sourcils. Adam, ce n'est pas notre maison. C'est celle de nos parents. Je me levai, pris le dossier de documents sur la table et le lui tendis. Lis ça. Jake ouvrit le contrat de cosignature, ses yeux parcourant les pages. Lorsqu'il arriva à la clause sur la propriété majoritaire, son visage perdit toute couleur. 51%? Tu possèdes 51% de la maison? Depuis 5 ans. Depuis que papa m'a demandé de cosigner le refinancement. Mais il a dit que tu l'aidais juste pour le crédit. Jake, ton père t'a menti. À toi, à moi, et probablement à maman aussi. Mon frère s'est effondré sur le canapé, la tête entre les mains. Adam, si tu es propriétaire majoritaire, pourquoi t'ont-ils dit de ne pas rentrer à la maison? La question que j'attendais depuis des jours. Parce qu'ils savaient que si je voyais les locataires, je découvrirais l'opération illégale. Ils préféraient me bannir de la famille plutôt que de risquer d'être exposé. Bon sang. Jake releva la tête. Qu'est-ce que tu vas faire? Demain, un huissier de justice leur remettra une notification légale exerçant mes droits de propriétaire majoritaire. Ils auront 30 jours pour partir ou accepter un contrat de location selon mes conditions. Jake me regarda comme si j'étais un étranger. Tu vas expulser notre famille de chez nous. Non, Jake. Je vais expulser les locataires illégaux et récupérer ma propriété. Ils peuvent rester, mais selon mes règles, en payant un loyer équitable, sans activité criminelle. Il resta silencieux pendant un long moment. Pourquoi n'as-tu pas d'abord essayé de leur parler? Pourquoi es-tu allé directement voir des avocats et des inspecteurs? J'ai pris mon téléphone, ouvert mes messages et lui ai montré. Ne te donne pas la peine de venir pour Pâques cette année, Adam. Nous avons décidé qu'il serait préférable que tu passes les fêtes ailleurs. Jake a lu le message 2 fois. C'était après 5 ans de service militaire, Jake.
après avoir envoyé 23 000 $ à la maison. Après n'avoir jamais manqué un appel pour un anniversaire ou une fête. Des larmes ont commencé à couler sur le visage de mon frère. Adam, je ne savais pas. Je sais que tu ne savais pas. Tu as été protégé de leur cruauté parce que tu as choisi la sécurité. Jake se leva et se dirigea vers la fenêtre. Qu'est-ce qui va leur arriver? Cela dépend entièrement de leur réaction demain. Quand il est sorti, 15 minutes plus tard, j'ai vu quelque chose d'inattendu dans ses yeux, du respect. Pour la première fois de ma vie, mon petit frère me regardait comme quelqu'un de fort, et non comme le fils à problème qui avait toujours besoin de prouver sa valeur. Ce soir-là, j'ai préparé mes vêtements pour le lendemain. Pas d'uniforme militaire, ce serait trop théâtral. Un costume sombre, une cravate bleu marine, des chaussures cirées. Je voulais ressembler exactement à ce que j'étais, un vétéran de guerre devenu un propriétaire immobilier prospère. Car à 10 heures du matin, mardi, un huissier de justice frapperait à la porte de mon ancienne maison avec 47 pages de documents juridiques qui allaient changer à jamais la dynamique de la famille Mitchell. Et pour la première fois en 5 ans, je rentrerai chez moi selon mes propres conditions. Mais ce qui s'est passé lorsque cette porte s'est ouverte a dépassé mes attentes les plus folles quant à l'ampleur du bouleversement que mon plan allait provoquer. Car j'ai découvert que ma famille avait gardé un secret bien plus grand que celui de locataires illégaux. Un secret qui a transformé ma vengeance calculée en quelque chose qu'aucun d'entre nous n'aurait pu prévoir. Mardi, 10 heures pile. L'huissier Ron Martinez a frappé à la porte de la maison de Maple Street, un enveloppe brune à la main qui allait tout changer. J'étais garé de l'autre côté de la rue, en train d'observer. Pas pour me cacher, mais pour documenter. La dernière pièce de mon plan devait être enregistrée. Mon père a ouvert la porte en peignoir, les cheveux en bataille, les yeux rougis. 3 jours de pression juridique avaient fait des ravages. J'ai vu Ron lui remettre les documents, lui expliquer leur contenu, attendre qu'il les signe. Mon père a lu l'entête et son visage a perdu toute couleur. Notification légale d'exercice des droits du propriétaire majoritaire, Adam Daniel Mitchell. C'est alors que je suis sorti de la voiture et que je me suis dirigé vers la porte de ma propre maison. Salut, papa. Il m'a regardé comme si j'étais un fantôme. Derrière lui, ma mère est apparue dans l'escalier, s'agrippant à la rampe comme si elle avait besoin de soutien pour rester debout. Adam, qu'est-ce que... Comment tu... Je peux entrer? C'est ma maison, après tout. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je suis entré lentement, observant chaque détail. Le salon où j'avais grandi, désormais rempli de meubles que je ne reconnaissais pas. Cher. Beaucoup trop cher pour les revenus qu'il prétendait avoir. Il faut qu'on parle. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine où j'avais mangé mes céréales pendant 15 ans. La même table où j'avais signé ces papiers de copropriété à 23 ans, en faisant aveuglément confiance. Vous avez 72 heures pour expulser tous les locataires illégaux, ai-je commencé en gardant une voix calme. Les modifications non autorisées doivent être annulées dans les 30 jours. Et vous avez le choix, accepter un contrat de location selon mes conditions ou trouver un autre endroit où vivre. Mon père a enfin retrouvé sa voix. Adam, tu ne comprends pas. Nous avions besoin de ce revenu. Les paiements pour la maison, les factures. Quelles factures, papa? J'ai sorti mon téléphone et ouvert les photos que j'avais prises. Une télévision de 65 pouces, une Mercedes dans le garage, une rénovation complète de la cuisine. Ma mère s'est mise à pleurer. Comment avez-vous payé tout ça? Silence. C'est alors que j'ai révélé ce que j'avais découvert la veille en fouillant plus profondément dans les registres financiers. Ils n'avaient pas seulement utilisé les revenus des locataires. Ils avaient utilisé chaque centime que j'avais envoyé pendant 5 ans pour contracter des emprunts immobiliers. Mes 23 000 $ étaient devenus 80 000 $ de dette, finançant un train de vie qu'ils ne pourraient jamais maintenir. Et le pire, ils prévoyaient de vendre la maison, de rembourser les prêts et de déménager en Floride. Avec mon argent, vous alliez disparaître, ai-je dit lentement. Vendre ma propriété, empocher la différence et disparaître. C'est pour ça que vous ne vouliez pas de moi à Pâques. Pas parce que la maison était trop animée, mais parce que vous étiez en train de finaliser les documents de vente. Ma mère sanglotait plus fort. Adam, nous n'avons jamais. Jamais quoi, maman? Vous n'avez jamais pensé que je le découvrirais? Vous n'avez jamais imaginé que le fils que vous avez élevé pour être invisible apprendrait à enquêter? Mon père a tenté un dernier coup. C'est aussi notre maison, Adam. Nous vivons ici depuis 20 ans. Et je l'ai payé pendant 5 ans. J'ai posé 3 documents sur la table. Option numéro 1, un bail à 1500 $ par mois. Vous pouvez rester, mais sans locataire, sans modifications illégales, sans utiliser ma propriété pour des montages financiers.
Option numéro 2. J'achète votre part au prix du marché, moins les prêts frauduleux que vous avez contractés en utilisant mon nom. Option 3. Vous partez volontairement dans 60 jours et je ne présente pas les preuves de fraude documentaire au procureur fédéral. Le silence s'est prolongé pendant 5 minutes. C'est ma mère qui a parlé la première. Qu'est-ce que tu veux de nous, Adam? De la reconnaissance. Le mot est sorti plus doucement que je ne l'avais prévu. 5 ans de service militaire. 23 000 $ envoyés à la maison. Des appels hebdomadaires que vous écoutiez à la va-vite pour en finir au plus vite. Des cartes d'anniversaire que j'envoyais et auxquelles je ne recevais jamais de réponse. Je me levais et me dirigeais vers le réfrigérateur, où se trouvait habituellement ma photo de remise de diplôme militaire. À sa place, une photo d'eux en croisière dans les Caraïbes. Payée avec mon argent. Je ne voulais pas me venger. Je voulais une famille. Mais vous avez préféré avoir un banquier ambulant. Jake est arrivé dans la cuisine à ce moment-là, vêtu du t-shirt de l'université que j'avais financé sans le savoir. Il a regardé les documents sur la table, puis m'a regardé. Adam, je ne savais pas pour l'argent. Pour les prêts. Je sais, Jake. Mon frère s'approcha lentement. Que va-t-il se passer maintenant? Cela dépend d'eux. Je me tournai vers mes parents. Vous avez une semaine pour vous décider. Mais les locataires partent aujourd'hui. L'opération illégale prend fin maintenant. Mon père leva enfin la tête. Pourquoi fais-tu cela, Adam? La question m'a pris au dépourvu. Pas par surprise, mais par la tristesse sincère dans sa voix. Parce que vous m'avez appris que l'amour se démontre par des actes, pas par des mots. Je vous démontre donc que je n'ai plus besoin de votre amour pour avoir de la valeur. Je suis sorti de la maison sans me retourner. Les jours suivants, j'ai observé de loin pendant qu'ils expulsaient les locataires. Chaque voiture qui partait chargée d'effets personnels représentait un pas vers la légalité. Marcus me tenait informé de l'avancement des travaux grâce au rapport des inspecteurs municipaux. Les modifications illégales ont été annulées par une entreprise agréée que j'ai engagée. Le sous-sol est redevenu un sous-sol. Le grenier, un grenier. La maison de mon enfance a lentement retrouvé sa forme d'origine. 3 semaines plus tard, ils ont choisi la deuxième option. Ils ont vendu leur part pour 42 000 $, soit la juste valeur marchande moins les prêts frauduleux, et ont emménagé dans un appartement de 2 chambres en centre-ville. Jake m'a appelé le jour du déménagement. Adam, ils veulent que je te dise que tu détruis la famille. Et qu'en penses-tu? Il y a eu un long silence. Je pense que tu la sauves. Pour la première fois de ma vie, je vois qui sont vraiment mes parents. Et je n'aime pas ce que je vois. Jake, tu n'as pas à choisir ton camp. J'ai déjà choisi, mec. Je cherche un emploi pour payer mes études. Je ne veux plus rien qui vienne de l'argent sale. Pour la première fois de sa vie, mon petit frère semblait vraiment grandir. J'ai transformé la maison de Maple Street en logement temporaire pour les vétérans en réadaptation civile. J'ai travaillé avec le service local du logement pour obtenir tous les permis nécessaires. 8 chambres légalement converties, un système de sécurité moderne, un programme subventionné par le gouvernement fédéral. Le processus a pris 4 mois. J'ai embauché des vétérans sans emploi pour les rénovations, créant ainsi des emplois pour des personnes qui comprenaient la difficulté de rentrer chez elles pour découvrir que leur foyer n'était plus un endroit sûr. Marcus Rodriguez m'a aidé à créer la fondation légale, Casa Mitchell, transition et objectifs pour les vétérans. Un nom simple pour une mission complexe. Au cours de la première année, nous avons aidé 32 anciens combattants à se stabiliser après leur service. Des hommes et des femmes qui, comme moi, sont rentrés chez eux pour découvrir qu'ils devaient complètement reconstruire leur définition de la famille et du foyer. Sarah Chen, une ancienne marine, est arrivée avec un sac à dos et est repartie 6 mois plus tard avec les clés de son propre appartement et un emploi à la mairie. Marcus Torres, un ancien soldat de l'armée qui a perdu une jambe en Afghanistan, a utilisé notre atelier dans le sous-sol pour développer des prothèses à bas prix. Il a maintenant sa propre entreprise. Chaque histoire de réussite confirmait ma décision de transformer ma douleur personnelle en objectif collectif. Ma mère m'a appelé 6 mois après le déménagement. Adam, c'est moi. Salut, maman. Je voulais te demander pardon. Vraiment. Je me suis assis sur le porche de mon ancienne maison, regardant Michael Rodriguez, un vétéran de la guerre en Afghanistan, apprendre à son fils de 5 ans à faire du vélo dans le jardin devant la maison. J'accepte tes excuses, maman. Tu penses que, peut-être à Noël prochain, vous êtes les bienvenus si vous voulez venir nous rendre visite. Mais pas en tant que famille qui me doit quelque chose. En tant que personnes qui veulent vraiment me connaître. Il y eut un long silence. Nous aimerions beaucoup cela. Alors venez.
Mais préparez-vous à voir ce qui se passe quand l'amour s'exprime par des actes, pas par des mots. Jake travaille désormais à temps partiel dans un magasin d'électronique et étudie la comptabilité le soir. Il paie ses propres frais de scolarité, vit dans une colocation étudiante et a appris la valeur de l'argent honnêtement gagné. Il vient me rendre visite tous les dimanches et me raconte toujours comment il découvre qui il est quand il n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Mon père ne m'a toujours pas appelé directement. Mais la semaine dernière, j'ai reçu une carte postale. Sans signature, juste une photo. Lui, travaillant comme bénévole dans une banque alimentaire, portant la même chemise usée dont je me souviens de mon enfance. Au dos, une ligne écrite de sa main familière. J'essaie d'apprendre ce que tu as toujours su. Si cette histoire de dépassement de soi et de transformation vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous avons beaucoup d'autres histoires de personnes qui ont transformé la trahison en objectif, le rejet en force, la douleur en guérison. Aujourd'hui, 3 ans après la notification légale qui a tout changé, je me réveille chaque matin dans une maison pleine de voix, de rire et d'espoir. Ce n'est pas la famille dans laquelle je suis né, mais celle que j'ai choisi de construire. Dans la cuisine où j'ai mangé seul pendant 15 ans, je sers maintenant le petit déjeuner à 8 vétérans qui réécrivent leur propre histoire. Dans le jardin où je jouais seul quand j'étais enfant, il y a maintenant un potager communautaire où nous cultivons des légumes et des amitiés. La table où j'ai signé ces papiers à l'âge de 23 ans est maintenant celle où les vétérans signent des contrats de travail, des accords de location, des documents qui représentent un nouveau départ. Parfois, la plus grande vengeance est de donner aux gens la chance de devenir ce qu'ils auraient toujours dû être. Y compris vous-même. Et quand les gens me demandent si j'ai eu du mal à pardonner à ma famille, je souris et j'explique, je n'ai pas pardonné pour eux. J'ai pardonné pour moi. Parce que nourrir de la colère, c'est comme boire du poison en attendant que l'autre meure. Ma famille de Maple Street m'a appris que le foyer n'est pas l'endroit où l'on est, mais celui où l'on décide de semer l'espoir et de le voir fleurir. Et c'est une leçon que l'argent ne peut acheter.